Alors bonjour Général Pelou, vous êtes le Bonjour. commandant du SMA. Merci de nous recevoir aujourd'hui. On va commencer cette interview d'abord sur un bilan de cette année 2022. Quels ont été pour vous les grands moments de cette année? Est-ce l'ouverture du nouveau régiment à Ao en Polynésie ou bien le défilé du 14 juillet du SMA? Alors, les trois événements sont importants puisque parallèlement à la création à Hao, il y a aussi la création d'une compagnie à Mayotte. À Hao, c'est un vrai défi. Vous le savez, c'est d'abord l'éloignement, mais également les moyens nécessaires à mettre en place pour construire. Cette compagnie a déjà été inaugurée, les jeunes sont en place et donc la formation est en cours. La parole du président a été respectée. La deuxième compagnie qu'on a dû créer, c'est celle de Mayotte, à la demande de M. Lecornu, précédent ministre des Outre-mer. Et là aussi, la compagnie a été créée. C'est un peu compliqué aujourd'hui sur Mayotte parce qu'on fait du Tetris avec le régiment dans la mesure où le terrain sur lequel nous souhaitions implanter la compagnie n'a toujours pas été trouvé et donc on ne désespère pas que ça arrive. Parallèlement à ça, et pour permettre aux jeunes de Mamoudzou de ne pas venir dans le centre de l'île faire les formalités pour rentrer au régiment, on a créé une maison du SMA à Mamoudzou. Donc ça permet de soulager aussi les aspects recrutement. Et enfin, c'est venu, le 14 juillet, est venu couronner un peu cette année particulière, puisque ce sont les 400 ans des troupes de marine, vous le savez, et puis le SMA, historiquement créé dans les Outre-mer par le général Nemo, appartient aux troupes de marine. Donc c'était l'occasion aussi de faire défiler deux régiments, le régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe et celui de Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'était un trait d'union entre les 60 ans de l'année dernière et les 400 ans des troupes de marine, avec notre appartenance à cette belle arme. D'accord, très bien. Concernant l'ouverture du régiment à Ao, pour vous, c'était une emprise importante et qui avait une vocation particulière, notamment avec l'ouverture de nouvelles filières de formation. Alors, dans le détail, comment ça s'est concrétisé, ces nouvelles filières? Alors, d'abord, cette compagnie elle a été créée au 1er juillet, mais elle a été inaugurée par les plus hautes autorités du territoire, le haut-commissaire, bien entendu, le général, enfin l'amiral commandant supérieur des forces françaises dans le Pacifique et le représentant du gouvernement polynésien, mais également la mer, donc la Tavana de Hao, qui nous accueille et avec laquelle on a travaillé pour pouvoir faire en sorte que cette compagnie est une réalité un an après la décision du président de la République. Aujourd'hui, vous avez une dizaine de cadres, une quinzaine de volontaires techniciens et environ 20 stagiaires aujourd'hui. Ces stagiaires suivent des formations plutôt liées au projet qui est le nôtre, qui est de monter une structure éco-responsable, un écologe, l'objectif étant que ce dispositif soit transposable dans les îles et atolls des Tuamotu-Gambier à partir du moment où les jeunes ont appris à respecter l'environnement. C'est bien sûr la production d'énergie à base de solaire, mais c'est aussi la récupération d'eau, de pluie ou de production parce qu'il n'y a pas d'eau naturellement sur cet atoll. Et puis c'est ensuite la gestion des déchets, la production de denrées, en particulier fruits, légumes, dans les pays chauds, sur un terroir qui est très peu riche en substrat, donc ça permet de générer ce genre de filière. C'était l'objectif de cette création et ce sont déjà les filières qui sont en œuvre sur Hao. Alors, cette année aussi a été marquée par l'arrivée du nouveau ministre des Outre-mer. Cette nouvelle arrivée du ministre délégué Jean-François Carinco, pour vous, est-ce que vous sentez une évolution sur les attentes de l'État par rapport par rapport aux objectifs du SMA? Je ne crois pas que le changement de portage par rapport à la mandature précédente ait vraiment une importance. On avait un ministre de plein droit, on a aujourd'hui un ministre délégué, mais également un ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Donc c'est, à mon sens, la possibilité d'avoir un appui majeur qui est le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer dans le cadre des négociations budgétaires, même si c'est aujourd'hui le ministre délégué qui porte le sujet auprès de la représentation nationale. Donc, assez peu de différences à mon sens. De toute manière, on est aujourd'hui attendu par les plus hautes autorités de l'État sur les résultats que nous obtenons. Et donc, aujourd'hui, moi, je traite plutôt
avec la directrice générale des Outre-mer, ce que je faisais précédemment. Je ne change pas de portage. D'accord, très bien. Vous revenez d'une visite de commandement en Guyane. Quels ont été ce qui vous a marqué, les points forts de ce déplacement? Est-ce que de nouvelles filières vont voir le jour dans ce régiment? Alors, moi, ce qui m'a marqué, d'abord, c'est le camp de Saint-Jean-du-Maroni. Un espace, c'est la plus grande emprise du service militaire adapté. Elle représente à elle seule 53% de la surface des SMA dans les territoires indépendants. C'est aussi donc, cet espace et la construction un peu particulière qui donne un attrait tout particulier à cet environnement-là. C'est aussi la proximité avec une entité des armées, puisque nous sommes colocalisés avec la base opérationnelle avancée du 9e RIMA, avec lequel on partage beaucoup de choses. Donc c'est un sentiment, enfin une sensation d'espace en particulier. Il n'y aura pas de création ex nihilo de nouvelles compagnies, parce qu'aujourd'hui on a la structure nécessaire pour accueillir plus de jeunes Guyanais. On estime aujourd'hui, parce que la population a un solde de plus de 3%, qu'à terme, nous allons accueillir de l'ordre de 950 bénéficiaires contre les 620 aujourd'hui. Ça passera par la densification d'un certain nombre de filières professionnelles, mais aussi, et vous avez raison, de création de nouvelles filières professionnelles ou d'augmentation du nombre de filières professionnelles. 2 exemples. La première, c'est que on crée des agents de prévention et de sécurité. Aujourd'hui, j'ai 2 filières, ce qui fait une quarantaine de jeunes par an qui vont à l'emploi dans les domaines de la sécurité. Le territoire a des besoins avérés. On crée une 3e filière à l'été prochain. 2e point, nous avons une structure particulière qui est une filière multitechnique à destination des peuples du fleuve et en particulier toute la partie amérindienne. Et donc aujourd'hui, on va généraliser, on va doubler cette section et cette filière multitechnique avec les Akoulous qui sont donc une des 2 ethnies des Bushiménés. Parce qu'eux aussi sont très éloignés des centres de formation et donc il est de notre devoir de pouvoir mieux les accueillir. Vous allez bientôt partir pour une autre visite de commandement, cette fois à la Réunion. La Réunion ou le régiment qui est le plus important des territoires d'outre-mer. Alors quelles sont vos attentes sur cette visite? Alors, bon, je connais bien le régiment pour y avoir été déjà il y a 1 an. Les attentes sont celles d'un général lorsqu'il va en visite de commandement. C'est d'abord de voir les cadres et les familles, mais également les partenaires et les volontaires, parce que c'est aussi le pétrole de notre dispositif. Sans volontaires, on ne fait pas de formation professionnelle, et sans formation et sans jeunes formés, on n'insère pas. Donc ça, c'est un des premiers objectifs. Le deuxième, c'est de rencontrer les partenaires, parce que bien entendu, ces partenaires, ce sont ceux avec lesquels nous travaillons au quotidien, au profit de la jeunesse réunionnaise. Voilà. Et puis, c'est aussi en fonction de la dynamique du territoire, parce que nous avons vocation annuellement à repenser notre dispositif, éventuellement de proposer ou de voir quelles pourraient être les nouvelles filières professionnelles que nous serions amenés à créer, parce que il y a un besoin spécifique sur le département. Maintenant, après cette année de bilan, on va passer aux projections pour l'année 2023. Cette année 2023, vous la voyez comme une année de transition ou d'évolution pour le SMA? Alors, ça sera, enfin, je ne pense pas que ça puisse être une année de transition. C'est une année d'évolution. Un de mes prédécesseurs, le général Fréty, m'avait dit lorsque j'étais arrivé au SMA comme chef de corps, le SMA c'est comme une F1. Ce sont les petits réglages fins qui vont lui permettre de poursuivre sa route et de performer, alors qu'un changement majeur pourrait rendre tous les efforts préalables inutiles et aller dans le mur. Donc on va faire évoluer petit à petit le dispositif, l'objectif étant de mieux répondre aux besoins des territoires, d'accueillir plus de jeunes bénéficiaires, bien entendu, puisque c'est aussi l'objectif. Et si aujourd'hui nous devions faire 6000 jeunes bénéficiaires, l'année prochaine ça sera 6200,
Donc il va falloir adapter, s'ouvrir à d'autres publics aussi. Et en particulier, vous le savez, dans le cadre du plan Horizon 2030, un certain nombre d'expérimentations sont en cours. Typiquement à La Réunion, vous avez aujourd'hui une filière, l'accueil de plus de jeunes mères célibataires. L'objectif étant de voir que si c'est effectivement pertinent sur un territoire, de le généraliser. Et donc ça permettra d'accueillir plus de jeunes filles et lesquelles sont mères et avec des enfants que les parents ou les grands-parents ne peuvent pas forcément garder à la maison parce que eux aussi travaillent. D'accord. Le budget du SMA a été, pour l'année 2023 a été revu à la hausse. Alors, quelles conséquences ça aura sur le fonctionnement du SMA? Est-ce que c'est un élargissement du nombre de bénéficiaires ou bien de l'ouverture? Est-ce que ça va permettre l'ouverture de nouvelles filières? Alors, dans l'augmentation du budget, il y a plusieurs catégories. Vous avez le traitement et salaire, vous avez le fonctionnement et vous avez de l'investissement. Traitement et salaire, pour rester sur 17 à 18% d'encadrants dans nos régiments, avec l'augmentation des bénéficiaires, vous avez naturellement l'augmentation de cadres militaires et de personnel civil. Donc une partie de cette augmentation revient à l'augmentation de la masse salariale. On ne sera pas mieux payé, mais comme on doit payer plus, il faut de l'argent en plus. Premier point. Deuxième point, sur l'investissement. Comme je crée 2 nouvelles compagnies, une en Polynésie et une à Mayotte, l'investissement, c'est-à-dire la construction des bâtiments nécessaires au bon fonctionnement de ces unités, ça nécessite de l'argent. C'est à peu près 6 millions d'euros pour l'un et 6 millions d'euros pour l'autre. Donc vous êtes déjà à 12 millions. Et le fonctionnement. Le fonctionnement pour PAPET, quand vous êtes à 1000 km de la base principale, 7 compagnies isolées, pour les navettes entre PAPET et Haro, coûte plus cher que si elle était colocalisée avec l'état-major. Donc globalement, cette augmentation, elle est dans la suite logique de ce qui a été voulu et par M. Lecornu et par le Président de la République. Et puis une partie vient aussi compenser l'augmentation, enfin l'inflation, puisque la masse salariale augmente aussi parce que on a eu une rallonge de 3,5% pour l'ensemble des traitements et salaires. D'accord, très bien. En 2022, vous avez eu l'ouverture du régiment de Hao. Est-ce qu'on peut espérer de nouvelles implantations dans d'autres territoires en 2023? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas qu'on créera de nouvelles compagnies. De toute manière, et vous le savez, les armées aujourd'hui sont dans une phase où elles auront du mal à donner plus de cadres au regard des tensions aux portes de l'Europe. Donc très naturellement, s'il fallait que nous ouvrions d'autres unités, ce sera sur l'effectif qui est aujourd'hui le mien. Ça sera donc compliqué. En Guyane, j'ai la structure nécessaire pour accueillir plus de bénéficiaires. Je ne suis pas obligé d'avoir plus de cadres. Donc je ne devrais pas créer quelque chose de plus en Guyane. Il n'y a pas de sujet sur les 2 territoires que sont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, puisque aujourd'hui, la Calédonie est sur ses effectifs. Il n'y aura pas, au regard du vivier, plus de bénéficiaires, donc pas de compagnie nécessaire. Hao, ça a été décidé par le Président de la République. Reste Mayotte. Mayotte, elle aussi, a eu cette compagnie en plus. Donc, on ne devrait pas avoir de création à l'horizon 2023. D'accord, très bien. Toujours dans cette... vous avez évoqué tout à l'heure les objectifs d'atteindre 6200 bénéficiaires. Est-ce que vous constatez des freins justement au recrutement de ces jeunes outre-mer? Alors, le premier des freins, c'est le manque de coordination des politiques publiques. Très clairement, aujourd'hui, au moins sur les départements, les régiments et les cellules de recrutement qui vont chercher les jeunes sont confrontés à des difficultés parce que des dispositifs comme le CEJ viennent directement concurrencer l'offre du SMA. Pour pallier ce problème, on a réussi dans les négociations budgétaires à obtenir un complément de budget qui vient permettre de mettre le traitement des jeunes au niveau du CEJ. Donc ça devrait se lever. Puis après, il y a un sujet qui est récurrent, mais qui est vrai également dans l'Hexagone, c'est l'obligation vaccinale qui est liée au statut de militaire et qui fait que nous sommes un outil de résilience de l'État dans les Outre-mer. Voilà. Mais aujourd'hui,
alors même que c'était très difficile aux Antilles en début d'année. Aujourd'hui, je constate qu'en Guadeloupe en particulier, les jeunes se présentent au régiment malgré l'obligation vaccinale et font le pas de se faire vacciner. Est-ce que pour cette année 2023, vous avez évoqué tout à l'heure l'expérimentation d'accueil des jeunes mères et de leurs enfants au sein du SMA, est-ce que ce dispositif pourrait s'étendre à d'autres régiments? Alors ça fait partie bien entendu des objectifs recherchés. Le plan Horizon 2030, le SMA Horizon 2030, c'est bien de se projeter dans l'avenir avec la période nécessaire à la construction, puisque l'on ne construit pas d'un claquement de doigts, mais surtout nous permettre de tirer tous les enseignements de chacune des 9 expérimentations qui ont été imaginées et les multiplier dans les autres territoires. Aujourd'hui, vous avez Mayotte qui avait eu la charge de la formation des travaux publics avec simulation. Les résultats sont probants et donc ça sera généralisé à l'occasion de l'année 2023. D'autres projets, celui des jeunes mères célibataires que vous évoquiez, s'il fonctionne bien aujourd'hui à La Réunion, nous attendons les résultats des appels d'offres qui ont été faits en Guadeloupe pour justement créer un bâtiment à la sortie du régiment qui va permettre d'accueillir ces jeunes filles et donc de pouvoir les accueillir à partir de 2025. Donc oui, les projets qui sont conduits aujourd'hui vont naturellement à l'horizon 25-27, qui est plutôt la période à laquelle les derniers bâtiments devraient arriver, généraliser l'ensemble des mesures qui avaient été imaginées dans le cadre du plan SMA 2025+. D'accord, très bien. C'était l'essentiel des questions que j'avais. Est-ce que vous souhaitez diffuser un message pour vos cadres, vos bénéficiaires, vos régiments? À chaque fois que je me déplace dans les régiments, très clairement, d'abord, j'ai un mot devant l'ensemble des régiments rassemblés parce qu'il me paraît important, quand le général se déplace, de s'adresser aux cadres et aux volontaires, mais mon discours va plutôt aux volontaires qu'aux cadres. Les cadres sont dans leur mission particulière, un peu éloignée de celle qu'ils avaient préalablement dans l'Hexagone, mais surtout je félicite les jeunes stagiaires qui ont fait la démarche volontaire de venir dans nos régiments, de suivre une formation professionnelle et de mettre tous les atouts de leur côté pour réussir leur formation, leur permis de conduire et aller à l'emploi. Donc je dirais que s'engager dans les régiments du service militaire adapté, c'est aller à la réussite, c'est réussir. Merci beaucoup. Je vous en prie.